Bon bah voilà, on y retourne, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on va faire un petit peu le point comme d'habitude sur le déroulement du voyage. Alors je fais une petite précision, aujourd'hui je vais filmer seul parce que j'ai eu l'accord de Tolo et en fait lui il est en train de dormir. De toute façon ça va aller parce qu'on a une petite épopée de 3 semaines à vous raconter à peu près. En revanche quand même, truc assez incroyable, au moment où vous m'écoutez, on est au Pérou. Je devais rejoindre ma famille au Pérou et du coup on a été obligé de faire un détour, on n'a pas pu faire directement Argentine, Bolivie, Pérou et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi mais un petit peu plus tard. Bon donc du coup la dernière fois on s'était laissé vers Cordoba, deuxième ville de l'Argentine, et on avait dans l'idée au départ d'aller visiter des anciennes missions jésuites qui datent du 17e, 18e siècle, et en fait ce sont les vestiges d'une expédition religieuse où on envoyait des hommes de foi depuis le sol espagnol, puisqu'à l'époque ici c'était une domination espagnole, donc on envoyait des hommes de foi pour convertir les tribus indigènes, et notamment aux alentours de Cordoba, il y a comme ça 2 vestiges de villages religieux qui ont été bâtis par les Espagnols pour évangéliser les tribus indigènes. Et malheureusement il y a un nouveau truc qui s'est produit, c'est que pour la première fois depuis qu'on est arrivé ici, finalement le temps est assez changeant, on a écopé de pluie, pas mal de pluie. Le problème c'était que la route était vraiment trop pénible pour y aller et on manquait de temps pour à la fois aller vers l'Est argentin et ensuite remonter vers le Pérou pour début octobre. Du coup on a laissé tomber ces missions-là. Donc Cordoba, vous êtes vraiment au milieu de l'Argentine et nous on est parti vraiment à l'extrême Est argentin pour aller visiter toute la région qui est attenante, si vous voulez, à la 2e forêt tropicale du continent. Un périple de 1500 km à peu près, donc c'est un pays qui est gigantesque, c'est là qu'on se rend compte des proportions. Et donc de Cordoba, on est parti vraiment tout droit pour foncer vers l'Est argentin pour avoir le temps de visiter cette région. Donc on s'est arrêté sur la route quand même à un moment donné parce qu'on roulait beaucoup, de l'ordre de 6 à 8 heures par jour, pour plusieurs centaines de kilomètres. On a fait une petite halte à un parc géologique qui s'appelle le parc Campo de Cielo. Et en fait c'est en hommage à une ancienne pluie de météorites qui a eu lieu dans la région il y a à peu près, je dirais 4000, 5000 ans. Et donc on a pu se balader comme ça sur des petites allées qui ont été fabriquées par les responsables pour aller observer de nombreux vestiges de météorites qui sont tombés à ce moment-là. À cet instant, la Terre était peuplée par une tribu d'indigènes qui s'appelle les Mocoïts. Pas sûr de la prononciation, mais vous comprenez l'idée. Et pour eux, le rapport entre le ciel, la terre et les enfers était quelque chose d'hyper sacré. Ils ont vu ça comme un signe absolument incroyable, presque miraculeux, de la présence de vie extraterrestre, voire même divine. Et donc chemin se faisant, après quand les Espagnols sont arrivés ici, ils ont vu un fort potentiel d'exploitation de ces roches qui étaient des météorites hyper particulières, hyper chargées en fer, en nickel. Et ils ont essayé de les extraire. Alors déjà ils ont eu du mal à les trouver, et en plus de ça ils n'ont jamais réussi véritablement à les enlever. Au XXe siècle, les scientifiques ont commencé véritablement à s'intéresser à cet endroit, et il se trouve qu'il y a dans ce parc la 2e plus grosse météorite du monde, qui fait quand même 37 tonnes. Alors c'est hyper impressionnant. Si vous voulez, elle doit être grande de 4 mètres par 3 maximum, et elle fait 37 tonnes. Et effectivement, rien qu'au toucher, on sent sa masse énorme. Et ensuite on a repris la route pour atteindre la langue de terre de l'Argentine, qui est vraiment à l'extrême est. Le but du jeu, c'était qu'assez rapidement on visite un parc qui est mondialement connu, qui s'appelle Iguazu. Iguazu, c'est le nom qu'on a donné à tout un réseau de chutes qui varie en hauteur. La plus haute doit faire à peu près 70 mètres de haut. Il y a tout un parc national qui a été construit autour. Et ce qui est assez frappant quand on arrive, déjà quand on vient de Cordoba et même quand on vient de l'Ouest argentin, c'est le changement de paysage. Depuis qu'on est arrivé en Amérique du Sud, faut bien se le dire, on côtoie des paysages qui sont certes fantastiques, mais relativement dépourvus de végétation. On est dans des montagnes, il y a beaucoup de roches, il y a de la petite végétation comme ça qui pousse très discrètement, mais en fait ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de végétation luxuriante. C'est le premier truc qu'on voit quand on arrive dans cette région, c'est des arbres, des arbres, des arbres, des arbres, de plus en plus, pour atteindre quasiment à l'entrée du parc, presque de la jungle. On s'y trompe pas, quand on rentre dedans, effectivement on a vraiment l'impression de rentrer dans la jungle. Déjà on voit beaucoup plus d'animaux, il y a des pancartes qui vous préviennent des animaux comme ça qui sont un peu dangereux, type araignées énormes et ce genre de trucs. Je dois faire quand même une petite aparté, c'est que depuis le début, les parcs nationaux sont certes très bien entretenus, mais souvent les infrastructures sont assez sommaires, et là on sent bien que c'est un fleuron du tourisme argentin, parce que tout le parc a été aménagé, on dirait presque un petit Disneyland le truc. Il y a un petit train qui dépose les gens à intervalles réguliers à différentes stations, beaucoup de petits commerces, ça rend pas le paysage inintéressant. Chose à noter, on a quand même eu du bol parce que c'est réputé être un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde. Et il se trouve qu'on y est allé un lundi, par un jour où il faisait un peu gris, un peu de soleil, temps incertain, un peu comme aujourd'hui. Et du coup, on s'est retrouvé avec relativement peu de monde, voire même quasiment personne en milieu fin d'après-midi. C'était privilégié comme situation parce qu'on a eu accès à des endroits complètement incroyables. Une partie de ce parc est contenue à la fois au Brésil et en Argentine. Donc nous, on a fait le côté argentin. Il se trouve qu'en fait, le côté argentin permet notamment d'approcher les cascades de suffisamment près pour presque en sentir les éclaboussures, les fines gouttelettes de l'eau qui s'effondre et qui se fracasse sur les rochers en bas. C'est assez exceptionnel, ça donne des prises de vue assez dingues et puis même c'est un spectacle assez ahurissant. Mention aux ratons laveurs et aux petits singes là-bas qui sont omniprésents dans le parc, qui vadrouillent comme ça entre les gens, ils sont pas du tout effrayés par la population, mais chose assez drôle, ils sont évidemment toujours en quête de nourriture et si par mégarde on laisse son sac à demi ouvert ou qu'on n'y prête pas attention pendant quelques secondes, il se peut qu'il y en a qui essayent de venir farfouiller dedans. D'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que le midi on a mangé sur place dans un petit commerce et en fait tous les gérants de petits bars et restaurants comme ça ont une
une arme redoutable pour éloigner ces petits nuisibles de la population. Ils ont des grands manches à balai qu'ils ont sciés au bout. Ils viennent y mettre une bouteille en plastique, ils la remplissent avec des cailloux et comme ça après ils tapent sur le sol pour effrayer les plus téméraires d'entre eux qui essaieraient de s'approcher un peu trop de la nourriture des touristes. Donc c'était une expérience absolument sensationnelle et je vous parle même pas des cascades, c'était absolument dingue. J'ai notamment en tête la plus grande d'entre elles qui s'appelle Garganta del Diablo, en hommage au bruit qu'elle fait tout simplement. On a vraiment l'impression d'être dans la gorge du diable. En fait, ça fait un bruit assourdissant, ça fait un vacarme mais terrible. On s'entend à peine parler et je me rappelle qu'avec Tolo d'ailleurs on était obligé de se taper sur l'épaule systématiquement lorsqu'il s'agissait de se placer l'appareil ou ce genre de choses, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. On est aussi allé dans cette région aux autres missions jésuites qui sont réputées en Argentine, San Ignacio Mini et Santa Maria. C'est un spectacle qui est émouvant. Alors pour deux raisons. San Ignacio Mini parce que ça apporte un pan de l'histoire qu'on connaît très peu. C'est vrai que j'avais l'habitude dans ma tête d'associer largement colonisation à douleur, persécution, maltraitance des tribus indigènes tout simplement. C'était un petit peu comme ça qu'on me l'avait appris dans les bouquins d'histoire et il se trouve j'étais assez surpris et c'est toujours bien dans ce sens-là que finalement il y a toujours plusieurs versions à l'histoire. Les missions jésuites, globalement, c'est plutôt quelque chose qui fut relativement positif pour les tribus indigènes qui étaient là. Lorsqu'ils sont arrivés, les hommes de foi donc, ont construit plein de villages, quasiment tous bâtis selon le même plan. Ce qui a été assez intéressant, c'est la relation qu'ils ont entretenue avec les tribus qui étaient là-bas. Il faut savoir qu'à l'époque, aux frontières actuelles du Paraguay, du Brésil et de l'Argentine, c'est la période de la colonisation et l'Espagne et le Portugal se partagent un petit peu les territoires qu'ils viennent de découvrir. Il se trouve qu'il y a un terme qui désigne des esclavagistes portugais qui s'appellent les bandeirantes, excusez-moi pour la prononciation, et ces gens-là sont absolument horribles avec les indigènes. Ils les maltraitent, ils les font devenir esclaves, ils les exploitent, ils les tuent, enfin bon c'est assez terrible. Et dans ce contexte, les colonies indigènes qui ont prêté allégeance à la suzeraineté du roi d'Espagne s'entendent relativement bien avec les hommes de foi qui viennent d'être envoyés sur place. Pour ceux qui acceptent d'être évangélisés, donc ça c'est une première chose qui est intéressante. Deuxième chose qui est intéressante, dans le cas où ils acceptent, ces hommes de foi leur partagent énormément de choses, il y a un vrai échange qui se fait sur tous les savoirs, donc à la fois sur la spiritualité des indigènes mais aussi sur la religion chrétienne, sur tout le savoir-faire européen de l'époque, qu'il s'agisse de sciences, de philosophie, même d'un semblant de démocratie. Il y a tout un microsystème relativement vivable, j'ai envie de dire, qui s'installe là où tout autour, ça pourrait être largement pire dans la mesure où si on tombe sur des esclavagistes portugais, on peut subir d'atroces mutilations, un régime qui est vraiment plus totalitaire, basé sur l'exploitation des êtres humains. Ça se passe relativement bien, ça se passe même tellement bien. Certaines pièces d'art qui mélangent à la fois le savoir-faire européen et le savoir-faire indigène et qui sont réalisées par ces mêmes tribus seront exposées jusqu'en Europe. On en comparera même certaines pièces à des chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par des génies artistiques européens, type Michel-Ange. Il y avait une communion relativement bonne finalement entre ces deux civilisations qui n'ont rien à voir entre elles a priori. Il se trouve que par la suite les jésuites ont été rapatriés en Espagne pour plein de raisons politiques que je ne vais pas vous détailler là maintenant, mais l'émission a dû prendre fin. Mais pendant un temps, les jésuites et les tribus indigènes ont été comme ça et ont même croisé le fer ensemble avec les ennemis portugais pour la plupart qui essayaient d'envahir tous ces villages pour défendre une idée de liberté relative évidemment compte tenu du contexte qui était assez prolifique, même pour les tribus indigènes. Et du coup, Santa Maria est intéressante pour une autre raison, c'est peut-être un peu plus esthétique parce qu'en fait l'endroit est beaucoup moins conservé, les bâtiments sont plus en ruine, etc. Et il y a quand même une chose qui est fantastique, comme elle a été totalement laissée à l'abandon, on voit si vous voulez la nature qui reprend ses droits et en fait vous avez toutes ces racines comme ça qui viennent percer les murs de briques, qui s'infiltrent comme ça, qui viennent les saisir, les enfermer petit à petit, si bien que je pense que dans quelques siècles, il ne restera plus aucun vestige de cet endroit. Vous savez, on dirait un petit peu ces scènes d'introduction de certains films post-apocalyptiques où on fait comme ça des gros plans sur des bâtisses et qu'on voit toutes les lianes, le lierre, le sable qui est en train de recouvrir, démolir ce que l'homme a mis tant d'années à construire. Vous avez l'incarnation de ça sous vos yeux en direct. On est allé ensuite dans un autre parc national qui s'appelle le parc national Iberá. Par rapport à la Angleterre, Iguaçu c'est par là et Iberá, vous redescendez comme ça un petit peu vers la grosse partie du pays argentin. Et c'est assez fantastique parce que dans les paysages, ça se rapproche beaucoup de la Louisiane. C'est hyper marécageux, ça doit être la deuxième étendue marécageuse du continent. Il est difficile d'accès et du coup la faune et la flore, ils prolifèrent énormément. On a vu beaucoup d'animaux, notamment les plus gros rongeurs de la Terre, j'ai oublié comment ils s'appellent, mais ils sont énormes. Hein. Ce sont des animaux qui font plus d'1 mètre de long, qui font 90 kg je crois. On a vu des cerfs, des marais. J'ai regretté juste de ne pas avoir pris une paire de jumelles, parce que je pense que ça doit être un paradis pour qui veut observer des oiseaux. On a vu des caïmans. C'était une très très belle expérience. J'ai notamment en tête ce caïman. On était en train de le regarder comme ça avec Tolo depuis un moment. On était un peu fascinés, c'était la première fois moi que j'en voyais un, donc je regardais comme ça. Et en fait, il avait bouche ouverte. Et à un moment donné, en une fraction de seconde,
paf, sa gueule s'est refermée et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait il venait d'attraper une raie qui avait par mégarde nagé d'un peu trop près. Et je vous garantis un truc, c'est que quand un caïman a saisi une proie, la raie bougeait encore, hein. Elle était encore vivante. Ça a duré 1h30, il ne l'a jamais lâchée. Il l'a traînée dans la boue, il l'a ramenée dehors, il a essayé de tout faire pour la tuer. Il l'a finalement eu. Elle essayait de bouger comme ça, mais impossible. La tenaille était vraiment serrée et je pense que si on met un bras humain là-dedans, on peut le laisser là parce que jamais de la vie on le retrouve. Donc ensuite, on est reparti de l'Est argentin pour cette fois-ci remonter vers l'extrême nord du pays, aux confins des frontières avec la Bolivie, de la quebrada, du paysage de montagne un peu aride, des plus hautes altitudes aussi, et on a fait tout un tour. On a commencé par le petit village de Purmamarca où on a fait un sentier qui s'appelle le Paseo de los Colorados. C'est un sentier qui fait le tour d'une vallée et vous avez en fait, si vous voulez, un paysage géologique assez fascinant parce que, eu égard au mouvement tectonique, à la particularité géographique et géologique de la région, vous avez des montagnes comme ça qui se sont érigées dont vous voyez les couches successives de couleurs, témoins des différents âges de la Terre, avec une couche qui va être jaune parce qu'il y avait du calcaire dedans, une couche qui va être très rouge parce qu'il y avait beaucoup de fer, une couche qui va être un peu verte parce qu'il y avait du cuivre dedans, et vous avez comme ça des strates qui s'empilent les unes après les autres, c'est absolument fascinant. On est monté ensuite jusqu'à Tilcara pour aller voir une pucara. Alors on avait déjà vu une au Chili, c'est des espèces, vous savez, de citadelles qui sont comme ça posées sur les montagnes pour se protéger plus efficacement des ennemis et qui datent de l'époque précolombienne. Il y a des archéologues en fait qui ont fait des travaux de recherche dessus, ils ont été tellement fascinés par l'endroit était un peu démoli et grâce à des textes un peu venant de toutes parts, etc., ils ont réussi à reconstituer l'endroit. Il y a même une pyramide tout en haut au sommet qui est érigée en l'hommage du travail qu'ils ont fait, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un travail assez incroyable, avec beaucoup d'informations sur comment fonctionne une pucara. Grosso modo, on profite du relief, parce que tout simplement on domine en fait la vue sur des kilomètres, et c'est plus facile pour repérer les ennemis. On met des murailles là où les endroits sont les moins protégés. C'est assez fascinant, ça fait des constructions comme ça en escalier, c'est assez incroyable. On a vu un autre endroit qui s'appelle aussi la Garganta del Diablo, mais alors là c'est assez drôle parce que c'est une toute petite cascade si vous voulez, et la Garganta del Diablo c'est le nom qui est donné à l'énorme canyon qui y a juste après la petite cascade. Mais quand vous venez de voir la Garganta del Diablo de l'Est argentin et que vous voyez ça au début, vous vous dites ouais, on est plutôt sur un petit diablotin. Donc on parle pas vraiment de Lucifer ou de Satan là, non, c'est un petit machin de rien du tout ça. Et en fait vous tournez la tête et là vous voyez un canyon énorme et c'est ça la Garganta del Diablo. Et c'est un endroit assez spécial puisque il y a des propriétés géologiques qui sont telles que là carrément on a même retrouvé des trilobites. Vous savez, c'est des animaux hyper primaires qui datent de l'ère secondaire. Je vous parle d'un truc, ça date d'il y a 500 millions d'années et c'est assez spectaculaire en prime comme endroit. On est monté ensuite jusqu'à Humahuaca pour aller voir cette fois-ci un spectacle invraisemblable. C'est le Paseo de los Colorados, mais en encore plus impressionnant. Ça s'appelle El Hornocal. La route est pas très difficile pour y aller et vous arrivez sur une place de parking. Vous avez un panorama superbe sur une chaîne de montagnes où, en épi comme ça, vous avez des couches de couleurs successives. Vous vous dites c'est onirique comme truc, ça n'existe pas. Une montagne avec des pics à l'intérieur comme ça et ça vous fait des couches successives de couleurs. Pareil, témoin des aires géologiques. Ça semble tellement irréel en fait comme panorama, vous y croyez pas en fait de prime abord. Moi quand je suis arrivé, au début j'ai bugué pendant au moins 3 secondes. Je me suis dit mais qu'est-ce que je regarde? Je ne savais pas identifier avec mes yeux. Et ensuite, on est monté tout en haut jusqu'à la Laguna de los Pozuelos. Pour y aller, vous êtes des fois obligé d'ouvrir et fermer des barrières qui servent à délimiter les propriétés qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres carrés de bergers qui élèvent là des moutons, des lamas, des alpagas pour pouvoir vous y aventurer. C'est autorisé, c'est légal, hein, mais c'est pour vous donner une idée d'à quel point vous êtes absolument tout seul. Vous faites ça sur au moins 25 ou 50 km. C'est une espèce de lagune en pleine d'altitude, puisque là on est à plus de 4000 mètres à peu près. C'est un territoire absolument incroyable, de nidification, même de lieu de vie, de très nombreux oiseaux. Il se trouve qu'il y en a plus de 25 000 à cet endroit. Vous pouvez pas les approcher parce que c'est hyper marécageux, c'est hyper boueux comme endroit. Donc vous essayez de vous aventurer un peu timidement comme ça, mais sans jamais pouvoir véritablement les atteindre finalement. Des alpagas de partout et des mouches, il y en avait tellement. Au début, quand on est arrivé, on voulait pas sortir. Mais quand je vous dis il y en avait vraiment beaucoup, je pense qu'il y en a des millions et des millions sur ce site. Et donc on a terminé ce périple en redescendant vers le Chili, en passant par un endroit qui s'appelle les Salinas Grandes, un désert de sel exactement comme les salaires de sourire, à la différence qu'on n'a pas pu se promener dessus aussi facilement, pour la bonne et simple raison que le seul moyen de le faire, c'est de passer par une agence qui permet de faire des voyages. Et comme on n'avait plus du tout d'argent et qu'il fallait qu'on reparte vers le Chili, on a préféré se balader un peu dessus à pied. Ce qui était intéressant en revanche, c'est que pas très loin, il y avait un site d'extraction, et en fait on a pu voir comme ça toutes les machines qui étaient employées à extraire le minerai, le raffiner, le stocker pour pouvoir ensuite le transporter.
C'est sûr que le côté naturel, c'est pas vraiment ce qui est intéressant dans ces moments-là et ça fait même un peu de peine de voir un paysage aussi beau, aussi vierge parce que c'est tellement blanc, si vous voulez, que vous avez l'impression d'être au ski. Mais on peut le prendre de cette manière-là et effectivement se dire que c'est déplorable ou essayer de se documenter d'une manière ou d'une autre, ce qu'on a essayé de faire nous, en regardant un petit peu comment fonctionnent les infrastructures humaines qui permettent tout simplement de récolter les différentes matières premières qui seront utilisées ensuite pour faire d'autres choses. Et donc ça conclut notre voyage en Argentine. On est resté au Chili quelques jours, le temps de nettoyer le van, de le préparer, et on a repassé la frontière en Bolivie. On a roulé jusqu'à La Paz, puis plein ouest pour repartir vers le Pérou. On a franchi une deuxième fois la frontière à Desaguadero en direction du Pérou. On est allé s'installer ici, donc là où on est actuellement, pas très loin d'un petit village qui s'appelle Maso Cruz, que vous voyez derrière moi. Et donc on est en train de remonter progressivement jusqu'à Pisco, où on va pouvoir retrouver ma famille normalement, si tout se passe bien, le 4 octobre. Voilà. Bon, ça va plutôt bien en fait. Depuis qu'on est à nouveau deux, on a quand même beaucoup plus de place, il faut l'admettre. C'est plus facile pour avoir chacun son espace, pour le rangement, pour toute la partie organisationnelle, opérationnelle de tout ce qu'on fait ici. Il y a quand même deux choses qui sont intéressantes à noter par rapport à tout ça, c'est que c'est vraiment la première fois depuis qu'on est en Amérique du Sud qu'on fait un trajet aussi long en aussi peu de temps, qu'on enchaîne les kilomètres de manière assez importante. Le centre de l'Argentine n'est pas hyper intéressant touristiquement, ce qui fait qu'en fait de Cordoba on a vraiment tracé pour ainsi dire une ligne droite jusqu'au parc Iguazu, puis ensuite une autre ligne droite pour revenir vers l'extrême nord argentin. Donc on a fait beaucoup de kilomètres en très peu de temps. J'adore Manolo, vraiment je l'aime de tout mon cœur, mais on sent le manque de confort qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau des suspensions ou même au niveau des sièges, quand on est assis comme ça sur des périodes très prolongées où on roule beaucoup. Un autre truc, c'est qu'on n'a pas vraiment connu de chaleur extrême de nuit depuis qu'on est arrivé ici. Au Chili, il a fait des chaleurs absolument dingues, mais on était en plein désert et du coup, la nuit, la température chute énormément. En Argentine, quand on était vraiment dans l'est, on était dans un climat beaucoup plus tropical, subtropical, avec beaucoup d'humidité et surtout la chaleur qui restait. On a fait des nuits où la température était de l'ordre de 25, 26, 27, 28 degrés. Déjà, quand on est chez soi, c'est pas facile, mais alors dans un van, vous vous doutez bien, c'est carrément l'enfer. Il faisait vraiment très chaud. On en vient presque à regretter les nuits où on a fait des moins 20 degrés, parce que là, au moins, l'avantage du froid, c'est qu'il anesthésie jusqu'à un certain point, alors que l'extrême chaleur ne fait que réveiller finalement. C'est sans compter le fait d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir 2 fois plus besoin d'eau, etc. Donc logistiquement, ça complique un petit peu les choses. Mais sinon, c'est à peu près tout, voilà quoi. Donc je vais être très franc avec vous, en fait, le fait d'avoir vu des gens à qui je tenais beaucoup, d'avoir dû leur dire au revoir, etc. Ça m'a rappelé les liens très profonds que j'entretiens avec un certain nombre de personnes et du coup le manque de mes proches se fait ressentir. J'ai pas de dépression, on est très loin de tout ça et tout, mais ça a renforcé un petit peu le manque, si vous voulez, que je peux avoir vis-à-vis de certaines personnes. C'est ça qui est bien, c'est que je vais rejoindre ma famille bientôt et du coup je suis hyper heureux, enfin je veux dire je m'attache à ça vraiment beaucoup, j'ai ça dans le viseur depuis quelques semaines maintenant parce que je sais que les revoir va me faire extrêmement de bien, j'en ai besoin. Je sais que ça va être un sentiment réciproque, qu'on va passer 2 semaines et demie dans une complicité qui va être vraiment assez forte, on va avoir 2 voitures, on va retrouver un certain confort puisqu'avec eux on va naviguer d'Airbnb en Airbnb, à la fois pour le voyage qui s'annonce mais aussi pour le manque que ça me provoque. Je me sens un petit peu triste mais extrêmement déterminé pour les jours qui s'annoncent et pour le voyage qu'on va faire à 5. Non, ça va, franchement, on a eu quelques accros. On commence en fait à comprendre que c'est quelque chose d'absolument obligatoire d'avoir des tensions, c'est même hyper prolifique en fait parce que on fait le point sur tout ce qui ne va pas et dans l'idée, en se l'avouant, ça nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à s'améliorer, de pouvoir travailler à la fois sur soi mais aussi pour l'autre. C'est quelque chose d'hyper important. Donc on n'a pas de gros problèmes. On s'est un peu pris la tête il y a une semaine je crois. Un sujet qui était un peu récurrent, qui était finalement le partage des tâches en ce qui concerne notamment l'organisation de l'itinéraire. Mais fort des premières fois où ça a été dit, la réaction a été quasiment immédiate et toute la partie que je vous ai racontée en ce qui concerne le nord du pays argentin, c'est Tolo qui l'a travaillé et du coup on a passé un très bon moment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment lui attribuer. Je me rends compte aussi que à mesure qu'on est ensemble, on a un certain nombre d'automatismes en période de crise, d'événements extérieurs qui viennent perturber largement le déroulement correct de notre voyage, des choses qu'on n'a plus besoin de se dire qu'on est capable de faire l'un et l'autre, tout simplement parce qu'on connaît les qualités de l'un et l'autre, on sait largement bien se distribuer les responsabilités et c'est hyper plaisant.
Les galères, on n'en a pas eu vraiment tellement pendant 3 semaines. Je vais quand même vous en parler d'une qui est assez majeure et qui concerne le passage de frontières. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi on ne peut pas directement passer de l'Argentine à la Bolivie puis au Pérou. Le papier qu'on a eu qui nous permettait de sortir du territoire nous autorisait de ne voyager qu'en Argentine. Ça a été un peu une déception parce que ça venait essentiellement du fait qu'on n'a pas pu expliquer correctement au douanier notre projet de voyage et qu'il a cru véritablement qu'on ferait que Chili-Argentine et ensuite qu'on reviendrait au Chili. On ne pouvait pas traverser la Bolivie pour ensuite aller au Pérou. C'est pour ça qu'on est retourné au Chili. Ensuite, pourquoi du Chili on n'a pas pu monter au Pérou? Il y a des lois qui existent et qui permettent le transit de personnes comme nous qui ne sont pas résidentes dans le pays mais qui ont une voiture du Chili afin qu'ils puissent passer les frontières et aller dans d'autres pays. Et il y en a avec l'Argentine, il y en a avec la Bolivie, mais il n'y en a pas avec le Pérou. Tant et si bien que si vous essayez de monter tout au nord du Chili pour franchir la frontière et passer au Pérou, vous avez absolument aucune chance de pouvoir passer la frontière. On va systématiquement vous dire que vous n'avez pas le droit. Alors que, paradoxalement, si vous passez par la Bolivie et qu'ensuite vous allez au Pérou, les forces de l'ordre péruviennes vous embêteront absolument pas. Alors je vous rassure tout de suite, le passage à la frontière avec la Bolivie, on y est arrivé du premier coup, mais ça a été vraiment un calvaire. Lorsqu'on est arrivé, on est allé voir directement les responsables qui sont chargés de faire transiter les gens qui viennent du Chili pour aller vers la Bolivie. Et en fait, directement, l'officier nous a dit tout de suite que c'était pas possible qu'on traverse. Par chance, elle parlait un petit peu anglais, donc on lui a vaguement expliqué qu'il nous semblait bien que la loi était dans notre sens. Et on est tombé sur quelqu'un qui n'était pas totalement fermé et qui en fait a pris son téléphone et a appelé l'officier en chef de toute la douane côté chilien. On était à pied, on avait garé Manolo, on était comme ça un peu en train de toquer à toutes les portes en mode où est-ce qu'elle est responsable s'il vous plaît. On a demandé à des policiers boliviens, on a demandé à des policiers chiliens et tout, nous regardaient tous, ils savaient pas trop, ils nous envoyaient dans un bureau puis dans un autre puis dans un autre. Au final, avec un peu de bol, on a réussi à trouver cette personne. Et au début, le premier truc qu'elle nous a dit, c'était qu'on n'avait pas le droit de sortir. Donc on avait plusieurs arguments. Quand on est revenu au Chili, on a imprimé un certain nombre de documents qui montrent bien qu'on est légitime de pouvoir demander le droit de sortir du pays. On lui a expliqué qu'on était allé en Argentine, mais comme je vous ai déjà expliqué, le fin mot de toute façon, c'est le douanier qui l'a. C'est-à-dire que même si la loi dit quelque chose, si le douanier dit le contraire, vous pouvez essayer de discuter autant que vous voulez, finalement vous aurez le droit de rien. Et en fait ce qu'elle nous a répondu c'est ok, vous avez peut-être réussi à faire ça à d'autres postes frontières, mais ici je vous le dis, la loi, c'est moi qui l'a fait et vous n'avez pas le droit de passer. Dans ces moments-là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez vous énerver, parce que vous estimez à juste titre être dans votre droit, mais ça va rien vous apporter. Et l'intimidation marche pas avec ces gens-là. Ou vous pouvez essayer de rester hyper tranquille, la jouer sur le ton de l'humour et de discuter un petit peu. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a parlé avec elle, on lui a montré les textes de loi, on avait surligné quelque chose, on a fait 2-3 blagues, voilà. Et à un moment donné, on lui en a montré un qui visiblement plus que les autres l'a convaincu. Elle est allée vérifier son authenticité sur internet. Elle nous a finalement dit qu'elle allait nous laisser passer. L'ambiance s'est tout de suite descendue et une erreur, ça serait de quitter le bureau tout de suite. Parce que quelque part, vous m'avez rendu service, c'est bon, j'ai plus besoin de vous, donc au revoir. Il faut remercier les gens à ce moment-là, c'est important. On a continué à discuter un peu avec elle, son mari qui travaille au département des drogues est venu se joindre à nous, on a fait quelques blagues, etc. On est resté au final 2 heures dans son bureau et elle nous a autorisé à passer et on a eu le droit de sortir et cette fois-ci on a le droit de sortir mais dans plusieurs pays. Autant qu'on veut, par contre on a une autorisation que de 3 mois seulement. Il faudra revenir au Chili puis repartir ensuite si on veut la renouveler. Voilà, donc c'est à peu près le résumé de la seule galère qu'on a eue. Donc le succès principal, c'est finalement ce que je vous dis, c'est à savoir dans ces situations-là qui sont extrêmement difficiles, le fait de voir la force, c'est les automatismes qu'on a développés pour réussir à travailler ensemble. Tolo et moi, on s'est pas vraiment emmêlé les pinceaux quand il a fallu se serrer les coudes lorsqu'on est arrivé à la douane et qu'on avait ce problème. Fort de nos expériences passées, en fait, on a juste été hyper bons en termes de ping-pong sur le dialogue, sur l'humour, il balançait une blague, je lui répondais, etc. Et dans une conversation, il y a d'autres parties comme ça, on est hyper efficace pour se renvoyer la balle, pour se sortir des passes difficiles et aussi parce qu'on a réussi à récupérer des bons réflexes de par nos galères passées en fait finalement. C'est très personnel comme truc mais je pense que c'est vraiment important. Et puis on va terminer sur 2-3 petites anecdotes. La première, c'est que quand on est parti de Cordoba pour rejoindre Iguazu, on a vécu une scène absolument incroyable. Je sais pas si vous avez déjà vu le film The Mist, qui est adapté de la nouvelle de Stephen King. À un moment donné, il y a une scène où c'est des énormes insectes, et notamment là, c'est des énormes libellules qui viennent se coller sur les vitres d'un centre commercial où les gens essayent de se réfugier pour échapper à un mal inconnu qui provient de la brume qui a envahi toute la ville, d'où le nom du film. On était en train de rouler, on a vu de plus en plus de taches traverser dans les airs, ce qu'on a pris de loin pour des oiseaux. Au loin, on dirait des oiseaux, sauf qu'on se rend compte que le vol est pas aussi élégant, pas aussi doux, pas aussi beau que celui d'un oiseau. Ils
se trouve que c'était pas du tout ça. En fait, en Argentine, à cet instant précis, il y a eu une invasion de criquets énormes, j'en tremble carrément, de criquets énormes de 15 cm de long, dont j'ai oublié le nom aussi, mais je vous le redonnerai. Et en fait, on roulait avec les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait extrêmement chaud. On a traversé à un moment donné un essaim de plusieurs centaines de ces bestioles, donc des machins comme ça. On m'en a tapé 2 malheureusement, mais surtout la chose, ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là, c'est pourvu que le pare-brise tienne. Parce que s'il pète, et que tu as toutes ces bestioles-là qui rentrent là-dedans, alors que toi, tu es à 100 km/h, je te raconte pas l'histoire. Un vrai film d'horreur, mais dans la réalité, quoi. Ensuite, une petite deuxième, quand on revenait de la région de l'Est argentin, on s'est garé à un moment donné sur une aire d'autoroute pour manger quelques chips, boire un soda parce que ça faisait longtemps qu'on roulait. Et en fait, j'ai proposé à Tolo de garer le van un peu plus loin, à une centaine de mètres de la station-service où on venait de faire le plein. Et j'ai voulu me garer en rangement bataille arrière. Et en fait, à gauche et à droite, dans mes rétroviseurs, je voyais aucune voiture. Donc j'avais largement la place pour me garer. Mais par contre, ce que je voyais de part et d'autre des places de parking, c'était, vous savez, des espèces de petits buts en béton qui servent à faire sentir au conducteur quand il est en train de se garer en avant ou en arrière que hop, il a atteint la limite et que ça sert à rien qu'il avance davantage parce qu'après sinon il sort du parking. J'ai pas accès avec ma Nolo au rétro intérieur parce que souvent les rideaux sont fermés, soit derrière moi, soit directement à l'arrière du véhicule et on voit rien en fait. Je navigue avec les rétros, pas de problème, et je me dis en termes de recul, du coup je vais pas pouvoir me mettre comme ça, mais c'est pas grave, je vais sentir la butte arriver, il y aura pas de problème. Et je recule, et je recule, et je recule, et à un moment donné j'entends. Et là, angoisse, il y avait un mur de briques derrière moi. Et j'ai totalement effondré le mur de briques. Et je me suis dit, putain, mais comment c'est possible en fait? J'ai pas du tout senti la butte. Et il se trouve que je m'étais garé sur la seule place de parking où il n'y avait pas de butte. Et du coup, sans faire exprès, j'ai effondré le mur de briques derrière moi. Alors j'ai vraiment effondré, hein, il est tombé de 40 cm d'un coup sur 25 mètres de long. Par chance, j'ai eu un coup de bol phénoménal, c'est qu'il y avait extrêmement de bruit à cette station-service, il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler, ils étaient en train de faire la vidange des toilettes de la station-service et tout. Et du coup, personne n'a entendu, personne n'a regardé. On s'est barré très très vite pour éviter d'attirer trop l'attention sur nous. Mais j'ai effondré un mur en Argentine, quoi. Dieu merci, on n'a pas été poursuivi par la police. Et là, c'est bon, on leur a échappé, on est au Pérou maintenant, on craint plus rien. Je vais terminer là-dessus, je pense que ça résume assez bien. Donc là, on se retrouve... allez, on se retrouve après que mes parents soient partis. Et comme ça, je vous ferai un petit topo de là où on en est. À très bientôt, ciao.